Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Zone Franche de Canal 3 Télévision. Pendant trop longtemps, le réflexe a été pour chacun de nous d'ouvrir son portefeuille pour s'acheter des articles de l'étranger, pour manger du riz, s'habiller, et bien entendu avec le coton d'ailleurs, de regarder nos talents et nos produits locaux avec une certaine méfiance. Mais cela est en train de changer, du moins dans notre pays, le Bénin. En 6 ans, le mois de consommer local est passé d'une simple campagne à un véritable mouvement économique et citoyen. C'est le rendez-vous où l'on se demande, est-ce que notre avenir, notre souveraineté et l'emploi de nos enfants ne se trouvent pas tout simplement dans nos assiettes et dans nos magasins? Ce matin, nous allons dresser un bilan franc de cette dynamique. Au-delà des fois et des slogans, le Bénin est-il réellement en train de transformer l'essai? Avons-nous vraiment basculé dans l'ère de l'industrialisation par la demande locale pour répondre à ces préoccupations et décrypter les perspectives de cette bataille économique pour notre identité et notre richesse? Nous recevons un acteur clé de cette transformation, M. Jérémy Dovoedo. Il est le directeur du développement industriel au ministère de l'Industrie et du Commerce et membre du comité d'organisation de la 6e édition du Consommé local. Monsieur Dovoedo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Avec mon collègue Éric Guédénon, nous allons passer les 60 prochaines minutes sur ce plateau. Éric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud, bonjour à tout le monde. Monsieur Jérémy Dovoedo, bonjour. Vous êtes le directeur du développement industriel au ministère de l'économie et au ministère de l'industrie et du commerce. Franck l'a relevé. Manger, s'habiller, s'équiper local. Le Béninois est-il engagé? C'est bien le thème de notre numéro de Zone Franche de ce dimanche. 6 ans après le lancement de cette initiative, si vous deviez justement résumer l'impact du consommé local en un seul chiffre, que cela soit en termes d'emploi, d'investissement ou d'acquis, que diriez-vous? Merci, monsieur le journaliste. Le consommant local n'est plus une activité au ministère du Commerce. Le consommant local fait partie des réformes engagées pour pouvoir soutenir la transformation structurelle de notre économie. Et pour ce faire, plusieurs pans ont été abordés au niveau de nos différents programmes annuels de travail. Et déjà, au bout des 6 organisations du mois du consommant local, nous avons un résultat vraiment encourageant, car le consommant local prend davantage place dans nos plats, dans nos habitudes et surtout dans plusieurs secteurs d'activité. Alors quand vous le dites comme ça, on a du mal à toucher du doigt cette réalité que vous évoquez. Comment on le sent sur le terrain? Comment on le remarque sur le terrain? Nous le remarquons puisque sans des règlements formels, nous constatons à travers le comportement des habitudes que de plus en plus, nos populations s'intéressent à la consommation de nos produits. Et quand je dis de nos produits, ce n'est pas que les habitudes alimentaires, mais à travers nos habitudes vestimentaires, nous voyons l'éclosion, nous assistons à l'éclosion des stylistes qui prennent nos produits locaux pour pouvoir travailler, et nous voyons que nous ne sommes plus obligés d'aller dans les grandes surfaces avant de nous habiller au Bénin. Et ce, au niveau de l'artisanat aussi, bon nombre de Béninois ne mettent plus dans leur salon les meubles ou bien les divans importés ou bien autres, puisque à ce niveau aussi, nous constatons qu'une augmentation, une amélioration de la qualité des offres de ces différents produits. Si nous sommes partis d'un point zéro, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau de l'échelle à 6 ans après l'expérimentation de cette dynamique-là, le consommant local, nous sommes à quel niveau? Si je devrais faire une annotation, vous allez m'excuser pour le thème ou bien pour les chiffres que je vais avancer. Sinon, vous allez dire que c'est vraiment... c'est trop prisé. Non. Mais si nous partons de zéro réellement, nous pouvons être sûrs que nous avons amorcé une ascendance vraiment remarquable. Et là, nous sommes déjà au-delà de 50% de nos attentes. Mais nous voulons que d'ici 2030, que le Béninois, tout ce que le Béninois consomme puisse être orienté vers les produits locaux.
Et c'est notre vision. Alors, lorsqu'on considère les entreprises locales et même l'économie nationale dans son entièreté, quelles sont ces retombées-là que l'on remarque à ce niveau? Au niveau des entreprises locales, nous avons d'abord ces différentes manifestations au cours de ces 6 dernières années à apporter une amélioration considérable dans la qualité des produits que nos différentes entreprises offrent. De plus en plus, nous voyons les produits au niveau des packaging, on se demande réellement si ces produits sont fabriqués localement. Ces entreprises ont un regain économique, d'autant il y en a qui ne s'y apprêtaient pas, qui ne s'y attendaient pas, mais du coup, ils ont vu les chiffres grandir à des vitesses vraiment considérables. Au-delà, il y a encore cet engouement de la population pour la consommation de ces produits qui suscite une forte demande, ce qui fait que ces entreprises se retrouvent dans le cycle de réinvestir et d'augmenter leur capacité d'installation. Voilà ce que je pourrais dire. Les importations pour des produits qui arrivent sur notre territoire et qui parfois sont, adoubés par les populations, que les populations préfèrent à ce que nous faisons. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de mesurer l'impact de ce dont nous parlons, du consommation local, sur véritablement la réduction de ces importations? La réduction des importations du fait de consommation local s'observe sur plusieurs dimensions. D'abord, au niveau, je prends de l'agroalimentaire. La plupart des boulangers béninois achètent leurs produits, les farines de blé désormais, au niveau des moulins. Je veux parler de GMB comme de Moa, puisque leur offre atteint presque la quasi-totalité de la demande. Vous offrez à ces industries une publicité. Oui, vu qu'ils sont seulement 2 concurrents et nous sommes dans leur mois. De les nommer. Mais est-ce que même avec ces exemples, est-ce que nous sommes vraiment dans une production locale? Parce que nous savons que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Bénin ne produit pas du blé. Est-ce que la matière première ne vient pas d'ailleurs? Et puis ensuite, sur notre sol, ce n'est qu'une question de transformation. Est-ce que nous sommes vraiment dans une transformation locale? Nous pouvons parler dans ce sens de transformation locale puisque les mêmes produits sont exportés d'ailleurs. Mais par contre, ceux-ci sont produits malgré que les matières premières soient importées, ceux-ci sont produits avec notre savoir-faire, les mains d'œuvre et que cela génère. Et aussi l'emploi que cela génère. Ce qui fait que nous accordons à ces produits notre origine. Voilà ce que je peux avec dire. l'installation de ces industries, en tout cas, pour ce qui est de la farine de blé, par exemple, au niveau local, on a réduit l'importation de la farine de façon substantielle. Et ce n'est pas que pour la farine de blé. Il y a également le riz, où nous avons 2 unités qui se sont installées, qui ont pris en concession les anciennes rizeries qui existaient et qui produisent du riz de très bonne qualité, en dehors des RISOP qui offrent aussi beaucoup de différents types de produits qui sont déjà aimés et appréciés par nos populations. Alors, dans ce concept de consommer local, et que vous essayez d'inculquer à nos concitoyens, à votre avis, le problème se situe à quel niveau? Au niveau de ce qui est produit, ou c'est le citoyen qui ne sent pas toujours, enfin, qui n'a pas toujours le réflexe d'aller vers ce qui est produit sur son propre territoire? Le Béninois a une difficulté un peu liée à ces facteurs endogènes. D'accord. Je veux parler d'une sorte d'aliénation qui nous pousse à aller vers tout ce qui vient de l'extérieur. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Voilà. Quand ça vient, on entend quelque chose de Turquie, ou bien ces spaghettis nous viennent de l'Italie, pays par excellence producteur de spaghettis. Donc systématiquement, nous allons vers. À côté de ça, nous pouvons relever aussi le complexe d'infériorité. Vu que nous sommes dans une société et pour nos consommations, nous irons chercher les produits puisque nous traitons parfois nos produits de basse qualité. Donc, autant, c'est comme un matin, tu te retrouves dans ton plat ou bien dans ton assiette de corps avec bouillie. On se dit que autant aller prendre du chocolat chaud avec de croissants. Donc, il y a ce genre de mentalité qui est vraiment ancrée en nous et qu'il faille travailler. Enfin, au-delà de ça, c'est vrai, au niveau du prix, les produits
fabriqué localement coûte relativement cher à cause. Ici, nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut en termes de logistique. Et dans ces pays, eux, ils produisent par une économie d'échelle. Alors, c'est progressivement, avec l'installation de ces nouvelles unités, que nous pouvons assister vraiment à une transformation, à une économie locale de la transformation locale, pour pouvoir amoindrir un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour déconstruire disons, cette mentalité-là, ces idées que les gens ont des produits locaux, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il suffit que l'on dise qu'un produit vient du Ghana, de l'Italie, de la France, et puis on se jette là-dessus. On peut même mettre toute son économie, alors que nous avons le même produit, peut-être bien fait encore ici, que ce qui nous vient de l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites pour déconstruire à travers cette initiative du consommation local? Et voilà les raisons pour lesquelles nous organisons de façon périodique ces rencontres. C'est des opportunités pour nous. Ça ne se passe pas qu'à Cotonou. Il y a au niveau de toutes les communes des activités de sensibilisation pour rapporter l'importance à consommer nos produits, à présenter leur qualité, puisque au cours de ces rencontres, les différents forats sont organisés. Nous organisons également des panels et jusqu'à toucher les plus profondes de nos contrées pour leur expliquer ce qui c'est que nos produits locaux et que cela regagne encore en termes de qualité comme d'intérêt pour nos populations. On essaie, et ce n'est pas seulement un travail du ministère de l'Industrie et du Commerce, mais ça concerne tous les sectoriels. Alors si le défi est si grand d'amener le citoyen à avoir, je dirais, l'habitude de consommer local, nous on a le sentiment que on attend du côté du ministère que le mois d'octobre arrive pour justement relancer cette initiative, et puis après le mois d'octobre, eh bien, tout s'arrête. Est-ce que justement, au regard de ce qu'on attend des citoyens, il ne faut pas être plus présent sur le terrain, dans nos écoles, dans nos universités, où les besoins les plus élémentaires sont expérimentés par nos concitoyens, dans nos marchés? Est-ce que avec cette façon de faire, on n'ira pas plus vite? Tout à fait. Vous avez touché un point sensible que je réservais peut-être pour des minutes à venir. Aujourd'hui, le mois de consommation local est décrété 7. Mais c'est au cours de ce mois que nous faisons les manifestations grand public. Mais en dehors de ça, le mois de consommation local, ce n'est plus une affaire de mois, puisque cela se passe tous les jours de l'année. Dans les marchés, surtout les marchés nouvellement construits, vous allez constater, nous avons des rayons dédiés aux produits locaux et les animations. Nous saisissons l'occasion de toutes les fêtes ou bien de toutes les manifestations pour pouvoir offrir aux usagers et aux usagers des marchés l'occasion de découvrir les produits locaux, les produits made in Benin. Donc ce n'est pas, nous profitons seulement du mois d'octobre pour pouvoir matérialiser l'événement, c'est tout. Alors, on va parler maintenant toujours de l'impact. Ces filières-là que vous avez pu identifier, qui se sont mieux illustrées ou ont connu une véritable transformation grâce à cette dynamique, cette initiative qui est déjà vieille de 6 ans aujourd'hui. Par le passé, nous avons l'habitude d'organiser les foires, soit les foires à la fin de l'année, les foires à la veille de la rentrée. Et nous, vous comme moi, nous voyons ce que nos producteurs exposent. Mais depuis que nous avions commencé cette réforme, on voit aujourd'hui les produits que nous offrons à nos populations. En termes de filière, vous allez constater qu'une amélioration terrible au niveau de ce que nous offrons comme des produits cosmétiques. On voit dans des rayons des produits, des savons, des huiles à lèvres, des huiles lavantes, et on dit que ça a été produit au Bénin avec nos matières premières. C'est étonnant. Il n'y a pas qu'au niveau de cosmétiques. Dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, nous avons les pâtes alimentaires, même si la matière première n'est pas produite au Bénin. Nous avons la transformation des noix de cajou, le soja sur tous ces plans. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi l'essor qu'a apporté notre coton. Où au Bénin, nous parlons de filiature. Les bonnes dames, entre-temps, pour tricoter leur canvas ou autre, allaient à Accra. Mais aujourd'hui, avec les fils produits au Bénin, elles sont capables de nous produire des canvas de qualité.
Donc, comme filière, nous pouvons dire, il y a l'agroalimentaire, le secteur des cosmétiques, les secteurs de textile et beaucoup d'autres secteurs sont bien impactés. Vous faites bien de donner de belles exemples sur ce plateau. Autrement, ce serait une insulte à nos artisans, justement sur le fait qu'ils n'arrivent pas à produire qualité, n'est-ce pas, pour notre consommation. Mais quand c'est produit, vous qui êtes au ministère, à l'occasion des grands événements que nous voyons, que ce soit par le gouvernement ou par les ministères, nous continuons toujours de vous voir autour des produits qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons fait un travail ici, nous avons vu des artisans qui produisent du vin, made in Benin, qui produisent beaucoup de choses telles que vous avez citées, mais on a toujours le sentiment que les décideurs, à l'heure de faire la promotion de ce qui est produit localement, on préfère toujours voir ce qui vient de l'extérieur. On pourrait aussi sensibiliser à partir de l'exemple. C'est vrai, puisque moi-même j'assiste à certains séminaires, à certains événements où je constate la prolifération des produits importés. Mais chaque fois que nous, puisqu'il faut dire, au niveau de notre ministère, d'abord, on voulait commencer par là. Et progressivement, nous allons prendre des actes réglementaires tels qu'on l'a commencé déjà au niveau de l'artisanat, où en ce qui concerne l'équipement d'un bureau maintenant, il y a un quota déterminé pour des produits manufacturés localement. Dans l'administration publique, c'est ça? Dans l'administration publique, dans les passations de marché, s'il fallait livrer les immobiliers et autres. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment généraliser cela dans tous les autres secteurs. Donc, déjà, au cours de nos différents cocktails, vous allez voir une bagatelle de produits made in Benin. Et déjà, ça a commencé depuis quelques années déjà. Alors, comment les producteurs locaux ont-ils été accompagnés pour améliorer d'abord la qualité? Parce que pendant longtemps, on reprochait justement à nos artisans de ne pas produire qualité. Aujourd'hui, je pense que relativement, on a gagné cette bataille. L'emballage aussi, la compétitivité de leurs produits. La problématique du consommé local n'est plus une affaire d'un seul sectoriel, du ministère de l'Industrie et du Commerce, je veux dire. C'est une préoccupation de plusieurs ministères, ce qui fait que l'État a mis en place plusieurs entités qui s'occupent du développement de tous ceux qui œuvrent dans ce domaine. Je veux donner l'exemple de l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui a un programme conçu spécialement pour pouvoir accompagner les PME qui œuvrent dans les transformations locales. Après la DPME, nous pouvons citer également la Chambre du commerce à travers son programme de coaching pour pouvoir amener les opérateurs économiques à bien transformer et à savoir comment s'organiser afin de développer leur production. Et au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a aussi l'Agence nationale de normalisation, métrologie et contrôle de qualité qui accompagne ces différentes entités dans la certification et dans l'accréditation même de leurs propres entreprises et de leurs produits également. Donc, il y a tout un programme autour pour pouvoir accompagner le développement de ces PME. Eric a parlé entre autres de compétitivité. Sur le marché international ou sous-régional, comment est-ce qu'on se distingue à travers la qualité de nos produits, le soin qui entoure les produits, et comment on fait que pour comprendre que, écoutez, quand il y a une fois par exemple au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, quand vous venez, vous savez que le Bénin est présent. Qu'est-ce qui se fait dans ce sens? Dans ce sens, il y a des programmes qui ont été mis en place. D'abord, je veux parler de programme de la conformité, de la vérification de la conformité des produits. À travers ce programme, nous veillons à ce que nos producteurs ne mettent en consommation que des produits de très bonne qualité. Nous avons le programme qualité au niveau de l'ANM toujours pour pouvoir accompagner ces producteurs-là à avoir des produits à la norme et qui respectent les normes des autres pays. Donc déjà, si cet ensemble est déjà garanti, le consommateur qui ne soit même pas béninois a déjà une assurance
que le produit qu'il veut consommer est de qualité. Mais vous qui êtes au ministère de l'Industrie et du Commerce, qui avez les chiffres, les statistiques de la participation de nos artisans à ces rencontres à l'échelle internationale où nous rivalisons avec d'autres produits sur le marché, quelle lecture vous faites? Vous pensez qu'aujourd'hui, que ce qui est produit au Bénin, on arrive à l'imposer sur le marché international? Oui, nous arrivons à l'imposer sur le marché international. D'abord, pour tous ceux qui sont de bonne et de très bonne qualité, puisque le marché international est hyper exigeant. Et pour pouvoir franchir ce Rubicon, il faille que nous offrons des produits qui ont des certifications requises pour pouvoir pénétrer ces marchés. Aujourd'hui, nous exportons déjà l'ananas vers la Chine et beaucoup d'autres pays. Tout simplement, notre ananas a déjà une renommée. Je veux parler de, par exemple, l'indication géographique qu'a l'ananas de plateau d'Alada. Avec cette indication... Vous voulez parler de l'ananas pain de sucre? L'ananas pain du sucre naturellement. En dehors de ça, les produits béninois, je veux parler des amandes blanches de noix de cajou. Aujourd'hui, elles sont fortement sollicitées aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays européens à cause de ce label. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, enfin, quand vous entend parler, on sent cet effort-là du gouvernement, du ministère auquel vous appartenez, de pouvoir booster la production locale. Mais malgré tous ces efforts-là, le réflexe de consommation locale reste encore très timide. Ça, ne nous voilons pas la face, chez certains consommateurs notamment. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Vous avez tenté de nous dire un mot là-dessus tout à l'heure. Mais quelles sont les causes profondes? Les causes, elles sont multiples, vu que j'avais énuméré tout à l'heure quelques-unes. Mais la vraie problématique liée à la non-consommation ou bien à la réticence, si on peut le dire, n'a pas une cause extraordinaire. En dehors d'une volonté, en dehors, si nous sommes vraiment compatriotes, nous sommes patriotiques, nous devrions aller vers nos produits. Si nous prenons l'exemple de la Chine, il y a quelques années, c'est parce que, à voir leur démographie, ils ont foi à ce qu'ils consomment. Aujourd'hui, l'affaire de consommer local, ce n'est plus un concept, mais plutôt, c'est un acte patriotique. Et lorsque nous allons nous reconnaître en tant que Béninois et savoir que la consommation de nos produits non seulement crée des emplois, mais participe au développement ou à la croissance de notre économie, nous allons pouvoir inverser cette tendance aussi facilement. Alors, que dites-vous alors de la volonté politique qui doit aussi se manifester? Nous avons aujourd'hui des États qui revendiquent une certaine souveraineté alimentaire dans bien d'autres secteurs. Alors, chez nous, on a le sentiment que parfois, même quand on prend des décisions en faveur de la consommation locale au niveau État, ça ne suit pas, il n'y a pas un suivi. On a pris la décision, par exemple, de ne plus commercialiser les emballages plastiques qui tuent, qui sont toxiques pour la santé, mais on continue par le constater sur le terrain dans nos marchés. Aujourd'hui, la volonté politique est affichée pour la consommation des produits locaux. D'abord, à travers les programmes qui ont été mis en place, la transformation structurelle de notre économie passe d'abord et avant tout par la consommation ou par la transformation de nos produits locaux. Déjà, c'est un enjeu. Et nous voulons produire davantage ce que nous consommons. Vous comprenez? Et pour ce faire, le coût d'investissement a été revu et est rendu beaucoup plus attractif. En dehors de ça, nous pratiquons actuellement une fiscalité de développement afin que tout ce que le Béninois puisse consommer, que ce soit dans ses assiettes, au niveau des meubles ou au niveau de l'habillement, puisse désormais être produit ici. Donc pour ce faire, comme vous l'avez constaté, non seulement les anciennes zones industrielles ont été réhabilitées, viabilisées, il y a eu la mise en place d'une autre pôle. Et actuellement, nous sommes en train d'envisager la possibilité d'installer une zone industrielle dans la partie septentrionale du pays. On remarque, il y a un paradoxe. On a l'impression que l'État veut une chose et sont contraints en même temps, parce que lorsque des entreprises, des sociétés viennent s'installer au Bénin, que l'État sait qu'en important des produits, ils peuvent prélever des taxes sur ces produits
on dresse le tapis rouge à ces entreprises, à ces sociétés, ce qui installe bien évidemment la concurrence entre, avec les produits locaux, avec les produits qui sont importés sur les produits qui sont fabriqués localement. Donc, on a l'impression qu'on veut d'une chose et de son contraire en même temps. Le problème ne se pose pas en ce terme. Sinon, vous allez avoir comme impression qu'il s'agit d'une rivalité entre l'industrialisation et le commerce. Non. Aujourd'hui, les commerçants font quoi? Ils achètent et revendent en l'état, sans une transformation. Et le commerce n'a jamais développé une nation. Par contre, l'industrie, c'est l'importation des unités, des machines. On peut importer quelques produits additifs, la transformation de nos matières premières avant de les vendre. Et ces commerçants qui avaient l'habitude d'importer entre-temps pouvaient désormais devenir des clients de ces entreprises. Car ces entreprises, eux, leur spécialité, ce n'est pas de vendre, mais plutôt c'est de produire. Donc, cet aspect, ce n'est pas que nous voulons une chose et son contraire, oui, mais c'est deux facteurs complémentaires. Parce que lorsque nos produits seront compétitifs, lorsque nous allons réussir à faire l'économie d'échelle, alors nos produits, non seulement qui déjà sont de meilleure qualité, seront encore beaucoup plus compétitifs. Alors l'importateur n'aura aucun intérêt à aller acheter des produits, d'ailleurs, qui ne seront même plus consommés. Si vous avez dit que le secteur du cosmétique est en train de faire une certaine révolution, ça évolue sur la base du bilan que vous avez eu à faire, pourquoi ne pas limiter par exemple l'entrée sur notre territoire de ces savons, de ces détergents que nous voyons piluler un peu partout? Nous avons même du savon qui vient de la Chine et qui sont très achetés dans les ménages, alors que nous avons des savons qui sont en fait fabriqués localement et qui sont de très bonne facture, mais dont on ne fait pas toujours la promotion. On attend peut-être le mois du consommation local pour en parler tel que vous le faites maintenant, et puis c'est fini. Il faut, si vous ne pensez pas qu'il faut mettre en place une politique pour réduire l'importation de ces produits-là qui viennent concurrencer ceux-là qui sont en essor sur notre territoire? Votre intervention me paraît comme un complément des informations que je devrais donner. Est-ce que vous parce que à travers la question, vous n'avez pas perçu, à travers la question, pas perçu cela. À travers la question, vous avez donné la solution, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Oui, à ce niveau, on se dit, mais le gouvernement joue les équilibres. On a le sentiment que notre économie a autant besoin d'une production locale, mais aussi des produits importés, parce que ça rapporte des devises au ministère du Commerce. À moins qu'on se trompe. Vous nous confirmez ça, non? Vous vous trompez. D'accord. D'accord. Donc, quand les produits sont... En tout cas, quand ça passe par la douane, par le port, et que ça rentre sur le territoire national, ça ne rapporte pas de l'argent à l'État béninois? Si, ça rapporte de l'argent à l'État béninois. Voilà, donc, parfois, on se dit, pour des disciples ou des partisans de la consommation locale qui demandent, par exemple, que l'État décide de l'arrêt de l'arrivée de ces produits sur notre sol, on voit souvent le gouvernement se dit, ben non, on ne peut pas être aussi radical, il faut, voilà. Est-ce que ce n'est pas ce jeu-là qui amène parfois l'État à observer l'arrivée de certains produits sur notre sol? Vous avez tout à fait raison. Je disais tantôt que M. Franck avait commencé lui-même par donner les questions à sa propre interrogation, dans la mesure où, aujourd'hui, je vais schématiser un peu avec le cas des meuniers qui produisent la farine de blé. Leur capacité installée aujourd'hui peut couvrir toute notre demande. Ah oui. Peut couvrir toute notre demande. La plupart de ce qui est importé aujourd'hui est réexporté. Vous comprenez? Est réexporté. Et lorsque nous avions travaillé sur les statistiques, nous avons constaté, puisque jusqu'au passé très récent, c'était la valeur consensuelle qu'on appliquait au cours du dédouanement de ces farines de blé. Mais aujourd'hui, c'est la valeur transactionnelle. Ce qui veut dire que ça limite systématiquement les importations. Donc nous n'avons plus les importations tous azimuts de ce produit. Vous comprenez le mécanisme? C'est pour que ça rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire. Si nous avons une entreprise locale
qui produit, je prends l'exemple des huiles, voilà, des huiles, si nous voulons être clairs, nous n'assistons plus à ces conteneurs d'huile de l'Inde, l'huile de Pakistan, de tout ça. On a constaté ces derniers jours. Et qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ce résultat? Tout simplement parce que nous avons constaté, nous avons étudié et suivi l'évolution de la production de nos huileries. Et nous avons vu jusqu'à quelle hauteur ils pouvaient contenir notre demande interne. À travers cela, l'importation, par les mécanismes qu'il faut pour pouvoir freiner, nous avons travaillé sur ces mécanismes. Et là, au dédouanement, parce que le commerçant n'est pas philanthrope. Si le commerçant, il cherche du business. Mais si lui-même, il fait son calcul et dresse son tableau d'exploitation, il verra en même temps que au terme, mon produit ne serait pas, ce business ne serait pas rentable. Il est obligé de se ressaisir. Et ce qui fait que déjà, nous avons même des grands importateurs d'huile qui sont déjà devenus des gros clients au niveau de nos industries de transformation. Ça m'inspire une question. Vous savez, l'huile d'Agolin, là, je crois que c'est une huile de qualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelle est la politique qui, à moyen ou long terme, qui veut faire la promotion de cette huile-là? Est-ce que vous y pensez? Votre question est très bien arrivée, puisque aujourd'hui, comme l'ananas pain du sucre qui a été enregistré en indication géographique, l'huile agronomie vient d'être enregistrée également par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et il n'y a pas que l'huile d'agronomie, il y a également le gali sorhui de Savalo, où le samedi prochain, l'OAPI va procéder à la remise officielle de leur certificat d'enregistrement d'indication géographique. Alors, on va monnayer un peu justement ce concept. Qu'est-ce que vous voulez dire pour les téléspectateurs quand qui un nous produit suivent? arrive à ce stade, qu'est-ce que ça représente? Lorsqu'un produit a été enregistré en indication géographique, cela sous-entend que ce produit revêt déjà toutes les qualités et les certifications nécessaires pour que sa consommation ne souffre d'aucun autre problème, d'aucune autre anomalie du moins. Alors, est-ce que vous voulez nous dire par exemple que le gali de Savalo, aucun autre pays ne peut se revendiquer, entre griffes sa paternité sur le marché international? Voilà. Avant d'aller dans un autre pays, même au Bénin, Paonia, qui n'est pas loin, qui produit aussi de gari, à Dassa aussi, on produit Dassa qui produit de gari, ne peuvent pas produire de gali sorhui, puisque c'est spécifique à leur région. À leur région. Et à leur c'est lié à la tradition et à leur manière de faire. Produit pour commercialiser. Produit pour commercialiser. Voilà. Donc, ça, les indications géographiques sont sur l'axe Cotonou-Parakou, ça va nous faire un peu de mal. On prend toujours quelques kilos en rentrant sur Parakou. Oui, il y aura toujours de la farine sur le tronçon. Mais lorsque vous voulez le produit en indication géographique, vous irez vers l'IG Gali Sorhui. Voilà. Mais comment se fait-il que sur tout ce que nous avons comme richesse, comme produit dans notre pays, c'est seulement 3, vous avez parlé de ananas, pain de sucre, agronomie et puis du gari, qui soit à ce niveau? Nous avons bien d'autres produits dans le pays. Tout à fait, nous avons des produits où les études ou bien les accompagnements nécessaires sont en cours pour pouvoir leur permettre d'avoir une labellisation ou bien des certifications qui vont. Je voulais que nous nuançons que ce n'est pas que ces 3 sont des produits qui sont susceptibles d'être exportés. Non, ça c'est une reconnaissance particulière et c'est lié à ce type de gali sorhui. Sinon, au Bénin, nous produisons de très bonnes qualités de gali sorhui un peu partout où le gali sorhui se produit. Mais la spécificité, cette manière de faire est liée à cette région Savalo. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Si je débarque, disons, en Côte d'Ivoire avec une tonne de gali sorhui de Savalo, est-ce que le marché va m'accueillir? Est-ce que les autorités, par exemple, présentant le certificat de labellisation, tout ce que vous avez dit là en termes techniques, qu'est-ce que ça change sur le marché régional et international? L'indication géographique confère au produit une norme, une qualité et un label.
qui est accepté au niveau de tous les pays membres. Et si c'est déjà au niveau de tous les pays membres, directement pour les autres fêtières ou bien les autres organismes, frais, directement, c'est également accepté. Donc, lorsque quelqu'un va emmener des farines ou bien un commerçant qui avait l'habitude d'envoyer son gali sorgho en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après cette remise de certification ou bien après cet enregistrement, s'il amène en plus de gali sorgho, le gali sorgho serait prisé. Ça veut dire qu'il y a une chaîne où l'information est distillée. Forcément, forcément. Alors, si vous voyez les dames, les conditions dans lesquelles elles produisent le gari là-bas, pour avoir par exemple un sac de gari, c'est avec beaucoup de peine. Qu'est-ce que l'État fait justement pour mieux structurer ces chaînes de valeur là, pour permettre à ces dames de produire en quantité industrielle, parce que dès que ça va être remis et que le marché international sera informé, il y aura une ruée vers Saint-Valo pour prendre ce gari là. Des gens viendront en acheter pour revendre ça à prix d'or même ailleurs. Qu'est-ce qui est fait pour permettre à ces dames là, pour réduire leur peine et pour permettre une grande production? Plusieurs programmes sont développés dans ce sens. On en avait fait pour l'ananas. Aujourd'hui, ça serait pour gali sorgho et pour l'huile d'agolemi. Ces programmes passent d'abord par un accompagnement technique. Pour qu'il reste, cet accompagnement technique passe à travers leur cahier, l'observation de leur cahier de charge, de la manière ou bien des procédures de production et aussi d'un certain nombre d'équipements que l'État, à travers des mécanismes variés, puisque vous voyez, il y a des PTF qui se basent ou bien qui font focus sur nos différents plans de développement pour pouvoir accompagner ces dames, mais également l'État aussi, de manière directe, à travers les projets qui sont accompagnés par des sectoriels, le ministère de l'Agriculture, le ministère des PME, pour pouvoir accompagner ces dames à travers une bonne pratique, afin d'augmenter leur capacité de production et aussi tout en respectant les cahiers de charges liés à cette indication géographique. Et notre sel qui est produit à Ouidah, dont la qualité n'est pas moindre aussi, qu'en est-il? Pour le sel de Ouidah, nous sommes en cours. Et les travaux, j'espère que vous avez vu, il y a le site a été aménagé avec Procel. Donc, s'il y a déjà ce début, donc c'est que le sel aussi fait partie de ces produits que nous suivons, la promotion. Tout à fait. D'accord. Tout à l'heure, nous avons évoqué ces producteurs locaux qui ont amélioré la qualité de leurs produits. Nous avons parlé de l'emballage, parce que pendant longtemps, on a reproché à nos artisans, ce n'est pas parce que le produit est de bonne qualité qu'il faut négliger l'emballage et l'esthétique. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de l'emballage de nos produits? C'est vrai que par le passé, nous assistons à une présentation de nos produits qui ne nous attire pas du tout, puisque à ne voir que l'emballage du produit, on peut avoir des idées. Mais aujourd'hui, les producteurs même, comme je l'ai dit tantôt, ont été suffisamment accompagnés. Il y a des programmes qui ont porté sur les packaging des produits. Il y a d'autres accompagnements pour montrer à quoi l'habit réellement pouvait faire le moine. Et c'est le fruit de tous ces différents aspects que nous voyons à travers la présentation de la plupart de nos produits. Alors, monsieur le directeur, depuis que vous avez décidé d'envahir nos villes et nos départements par cette initiative du consommé local, il y a une guerre au niveau du concept des produits. À partir de quel moment on considère que tel produit est made in Benin? À partir de quel moment on peut considérer que le produit est made in Benin? Oui. Lorsque ce produit est fabriqué localement. Lorsque ce produit a eu un certificat de mise en marché. Lorsque ce produit, les différents tests des structures qui accompagnent, ces tests ont prouvé que ces produits revêtent une qualité donnée. Vous-même, vous ne pouvez pas imaginer tels que les produits sont. Puisqu'il suffirait qu'au niveau de Canal 3, vous décidez de faire une fois.
vous serez envahi par des produits tout venant. Justement, et à partir de quel moment, enfin, ou peut-être au niveau du ministère, comment on fait pour tirer le bon grain du livret? Parce que sur le marché aujourd'hui, à cause d'un appétit du commerce, c'est parce qu'on sait que la consommation locale a le vent en poupe, tout le monde vient sur le marché, ah, c'est made in Benin, made in Benin, made in Benin. Est-ce qu'il y a une organisation qui essaye de vérifier et de censurer même? Pas seulement une seule organisation, mais plusieurs dispositifs ont été mis en place pour pouvoir s'assurer de la production de ces produits. Je veux dire, depuis le contrôle que effectuent les contrôles industriels qu'effectuent mes collaborateurs, nous allons partout, même si en ville nous voyons une boîte sur laquelle nous voyons ces mis produits à tel endroit, nous cherchons pour aller voir. Et c'est là que vous serez surpris, puisque jusqu'à présent, vous constatez des jus de fruits où les ananas ou les fruits sont encore pilés dans les mortiers. Mais ça, nous n'allons pas appeler ça Made in Benin. C'est vrai que c'est un début de production. C'est un début de transformation artisanale. Parce que ce n'est pas que c'est artisanal, que c'est mauvais. Nous avons des produits qui sont fabriqués de manière artisanale, mais qui revêtent d'une qualité, d'une très bonne qualité. Oui, la conséquence, elle est tout tirée. Hein. Quand les gens font leurs produits pour le vendre sur le marché, ils mettent Made in Ghana, Made in Togo et tout. Voilà. Parce qu'une dame a raconté, par exemple, qu'elle est allée sur le marché pour vendre son produit. Et à côté, elle a vu même un produit qui est venu du Ghana que le propriétaire arrivait à vendre facilement. Le lendemain, elle a commandé des emballages à un spécialiste et on a mis Made in Ghana. Quand elle a mis ça, elle a écoulé également le même produit. Donc c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème derrière cette initiative. Ce concept-là. Oui, il faut vraiment travailler à changer les mentalités. Et ça rejoint un peu ce que Eric a dit. Vous, les décideurs, parfois on a l'impression que, bon, moi-même j'ai envie de faire un tour dans un supermarché dont je ne veux pas nommer le nom pour me faire voir un peu avec une petite plume que j'ai eue au boulot pour qu'on sente que, bon, j'évolue quand même dans la société. Alors que si on vous voyait dans ce Gary Sokwi et tout ça là, les gens auront envie d'aller également. Ça n'est pas toujours le cas dans notre contexte. Tout à l'heure, j'avais abordé le problème, comment dirais-je? Tout à l'heure, je disais, j'avais abordé en filigrane, mais nous-mêmes, avant de décréter, vous allez constater comme moi, Made in Benin, ça passe partout aujourd'hui. Mais avant que nous n'acceptons un produit, que c'est Made in Benin, tous les tests requis ont été faits. Ça nécessite de l'argent aussi. Parce que je peux vous surprendre. Hein. Vous avez fait une enquête, vous savez. Vous avez vu des entreprises, des sociétés, des industries même, qui ne produisent même pas localement, mais qui ont des affiches dans tout Cotonou, hein, des affiches de publicitaires et qui précisent ces produits localement, c'est Made in Benin. Le secteur est très connu. Non, là, nous ne parlons pas du même sujet, puisque là, vous êtes en train de parler de la publicité mensongère. C'est là. Sur le dos, oui, la consommation là, locale, vous parlez de la publicité, vous parlez de la publicité mensongère. Mais nous, avec ce que nous faisons, j'ai parlé tout à l'heure du programme de vérification de la conformité des produits. C'est très important. Et à travers ce programme, on va jusqu'à vérifier les unités de transformation pour voir si ces unités sont même aux normes. Non seulement vérifier si les produits sont aux normes, vérifier si les unités industrielles également sont aux normes. Après ça, nous avons mis en place une autorité de mise en consommation. Parce que après avoir vérifié la qualité, tout ça, donc c'est cette autorité qui est désormais habilitée à donner l'autorisation de mise en consommation de ces produits. D'accord. Donc vous pensez que ça génère des charges pour celui qui veut mettre juste Made in Benin sur son produit, c'est ça, non? Mais ce n'est pas que vous voulez offrir à la population un produit de qualité. La qualité a son coût. La qualité a son coût. Vous comprenez? Donc, lorsque vous franchissez toutes ces étapes, il est indéniable que nous n'ayons que
les produits made in Bénin et que ne soit que de très bonne qualité. Et c'est à partir de ce moment qu'un producteur peut mettre made in Bénin sur son produit. Normalement, ça ne peut être qu'après avoir reçu la visite, après avoir franchi ces différentes étapes. Mais contrairement à ce que nous observons où quelqu'un rentre dans ces 4 murs, et pour ça aussi, les agents de contrôle sont suffisamment informés, sont suffisamment instruits pour pouvoir faire cette lutte-là. On a encore... justement, parce que vous avez, je dirais, trouvé une autre façon de désigner ce que je disais en parlant de la publication mensongère, mais voilà aussi dans le secteur du commerce, justement, qui est votre domaine, des entreprises et qui, sur la place publique, manipulent nos consommateurs à partir de la publication mensongère et les attirent, et parfois à acheter même des produits de mauvaise qualité. Pourquoi vous les laissez faire ? Non, si vous dites nous les laissons faire, c'est trop dit, puisque tous les jours, nous avons des agents contrôleurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas en effectif, mais il y en a au niveau de tous les départements qui font ce travail de vérification de ces anomalies, de structure. Comme je vous l'ai dit tantôt, même si ici, en sortant de là, si je vois une boîte de conserve ou bien n'importe quelle boîte de produits, le réflexe m'amène à prendre et à voir là où c'est produit. Mais si c'est produit localement, je peux prendre sa photo en même temps. Et le lundi au service, j'informe les collègues à aller me vérifier la source de ce. Et tous les contrôleurs de commerce sont aguerris de la sorte pour pouvoir mener. Parce que nous-mêmes, nous avons ce que vous dites. Ce n'est pas que vous m'informez. Nous sommes conscients de cette situation. Parce que malheureusement, c'est un milieu assez juteux, parfois. Et malheureusement, ce sont ces producteurs-là qui sont en train de salir la notoriété et compromettre les marques de nos produits. Alors, depuis que vous faites ces contrôles, est-ce que derrière vous avez mis la main sur ces entreprises, ces industries et qui ont été sanctionnées? Tout à fait. On n'a pas eu vent de ça, monsieur le directeur. On n'a pas eu vent de ça. Vous-même, vous nous aviez accompagnés pour pouvoir aller dénicher des entreprises fictives. Donc, alors, quelle est la portée de votre lutte lorsqu'on sait que aujourd'hui les gens n'ont plus besoin d'une boutique? On prend d'assaut les réseaux sociaux, TikTok notamment, et on vend comme du petit pain ces produits-là qui parfois ne sont même pas de qualité. On les écoule, les livreurs font leur petit chiffre d'affaires. Et puis ça y est, quel moyen disposez-vous pour véritablement contenir cette évolution-là? Aujourd'hui, nous avons adopté une stratégie nationale de e-commerce. À travers cette stratégie, nous pouvons désormais contrôler tous ceux qui mettent des produits en ligne. Le code numérique aussi a été révisé, a été rédigé dans ce sens, où désormais, ce que nous voyons tous les jours, où on fait la publication de tel ou tel article, tout ça serait régulé d'ici les prochains mois. Alors. Ça a déjà commencé d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque ces lois, ces dispositions, toutes ces dispositions vont rentrer en vigueur, avant que tu n'aies même l'autorisation de pouvoir te mettre sur le net, alors un certain nombre... Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, d'empêcher quelqu'un de créer son compte TikTok, de rester dans son petit salon avec du papier peint derrière et de présenter son produit à l'instant même où il ou elle présente le produit? C'est qu'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs qui font des dépôts et qui sont livrés. Tout à fait. C'est pourquoi je vous ai parlé de la stratégie stratégie nationale de l'e-commerce. À travers cette stratégie nationale, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, toutes ces façons de procéder seront stoppées. Mais ce que vous dites là, que vous annoncez là, nos amis qui sont enfin, j'ai pas envie de dire des influenceurs, en tout cas, les acteurs du e-commerce ne seront pas d'accord avec vous parce que ça veut dire aussi dans ce prolongement qu'ils vont payer des taxes aussi. Vous voyez, le commerce... Parce que c'est des commerces. Le commerce est régi par des règlements, pas des tests. Donc, on ne se lève pas et on s'improvise commerçant. Si tu es TikToker, si tu es vendeur en ligne, les dispositions sont bien claires. Avant de le faire, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et lorsque ces conditions ne sont pas remplies, alors vous êtes déjà en pénalité et vous êtes passif
open. Mais l'administration était là quand nous avions vu la montée en puissance de tous ces réseaux de e-commerce sur Internet et vous n'avez rien dit. Si je vous ai parlé d'une stratégie nationale de e-commerce, vous savez que c'est maintenant que vous vous rattrapez. On peut dire qu'on s'est rattrapé, mais on ne se lève pas du jour au lendemain pour rédiger une stratégie. Vous comprenez? D'un état des lieux. Donc, on parle d'un état des lieux, on parle d'un ensemble de tests et également, c'est pour pouvoir avoir les différents aspects qu'on pouvait aborder afin de rendre ce commerce, non seulement, ce n'est pas seulement qu'ils vendent, il y en a qui vendent des produits de très bonne qualité et qui sont concurrencés par ceux que vous connaissez. C'est pour pouvoir permettre à ceux-là qui offrent des vrais produits à opérer leur activité en toute quiétude. Donc le secteur serait suffisamment assaini. Dans les jours à venir, l'État va réguler le e-commerce, justement. Pour ne pas dire que c'est déjà régulé, mais nous allons pousser les actions pour une opérationnalisation formelle de ces dispositions légales. Alors, mais est-ce que ça ne va pas poser un problème pour nos jeunes qui aujourd'hui, on les évite à entreprendre, on les évite justement à assurer justement leurs besoins et c'est le moyen qu'ils ont trouvé justement de s'occuper. Est-ce que l'État, en s'évitant dans ce business, nous n'allons pas démotiver nos jeunes? Si au niveau du commerce traditionnel, le commerce traditionnel est régi par la loi 90, avec ses différents tests d'application. Si ça n'a pas posé de problème aux jeunes, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sont commerçants. Donc ce n'est pas ceci qui va leur crier. Il suffirait seulement qu'ils observent les dispositions de ces règlements. Non, on sait bien, quand vous dites ça, on sait ce qui est derrière. C'est les tasses qui vont commencer par tomber sur la tête de ces jeunes. C'est bien ça aussi. Mais si vous le dites, l'achat, vous vendez, vous payez la TVA. Allez, monsieur Dovoedo, nous allons entrer un peu dans l'agenda de la célébration de cette 6e édition du mois du consommé local. Dites-nous, quelles sont les activités phares que vous avez prévues avant d'aborder les dernières questions de cette émission? Les activités phares prévues pour cette édition, nous avons une grande cérémonie d'ouverture de l'édition qui serait organisée au niveau de la place de l'Étoile Rouge. Au même moment, sur place, nous aurons des panels. Des panels sur des différentes thématiques ayant trait à la consommation de nos produits, comme un peu les différentes questions que nous avons abordées autour de cet entretien. Ça va être abordé en public. Ça serait abordé en public. Les différents acteurs concernés seront impliqués. À la suite de cela, nous prévoyons une masterclass pour parler de la propriété intellectuelle. Et c'est même au cours de ça que nous allons profiter pour faire la remise du certificat d'enregistrement d'indication géographique de Gali-Sorui et de Agonimi au niveau d'hôtel Novotel. À la suite de cela également, il y a beaucoup d'autres activités à travers tout le pays qui seront relayées par nos directions départementales. Au niveau de CCI Bénin aussi, oui, délégation départementale. J'ai vu défiler sur le net un programme qui prévoit des panels pour entretenir les différents secteurs. Mais après Cotonou, est-ce que vous avez dit que c'est seulement le mois qui est symbolique? Oui. Après ce mois-là, qu'est-ce qui est prévu dans les différentes contrées pour aller toucher les derniers Béninois, les Béninois qui vivent dans des villages, parce que c'est également là-bas que ça se passe. Les produits sont cultivés là-bas avant de les remonter vers nos centres urbains. J'essayais de dire tantôt que la promotion de la consommation locale n'est plus une affaire du ministère en charge de l'industrie. Tous les services techniques des ministères sectoriels, je veux nommer l'agriculture par exemple, pour ce qui le concerne, déjà au niveau des consommateurs, déjà au niveau des agriculteurs à la base, travaillent déjà à l'amélioration de leurs pratiques, des pratiques agricoles. Vous comprenez? Oui. Déjà, lorsqu'on a cette amélioration, ça impacte le produit qui doit sortir de ces produits. Vous voyez? Oui. Donc déjà, au niveau des directions départementales de l'industrie comme du commerce, il y a des séances de sensibilisation qui sont organisées tout le long de l'année.
auprès de ces différents producteurs, toujours. Même, on invite même les publics pour les sensibiliser sur la consommation des produits locaux. Donc, ce mois-ci, comme je l'ai dit tantôt, n'est qu'une période dédiée à la manifestation de l'événement. Et quelles sont les priorités du gouvernement pour faire passer le consommé local à une échelle industrielle? La première priorité de l'État, c'est l'élaboration de la stratégie nationale de la consommation locale. Et à travers cette stratégie, les grandes lignes liées ou relatives au développement du consommation local seraient tracées clairement et chaque sectoriel, chaque entité, le public comme le privé, serait davantage fixé sur son rôle pour pouvoir accompagner cette dynamique. En dehors de cela, nous avons envisagé l'installation au niveau des communes des centres techniques agroalimentaires pour pouvoir faire de production à façon. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème de piler les ananas dans le mortier. À ce que nous savons, je donne un exemple, nous savons que Alada est la commune par l'excellence de la production de l'ananas. Nous pouvons implanter à Alada une unité de transformation à façon. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous produisez vos ananas et vous voulez transformer en jus, alors que l'installation de la machine a des coûts, suivre les normes a des coûts, avoir la certification également a un coût. Alors ce centre est non seulement installé avec des machines à la pointe où les normes sont observées, l'industrie même a été accréditée et assermentée. Donc vous venez seulement avec votre matière première et on vous transforme et on sort ça à votre effigie ou bien selon on vous sort le produit fini. On vous sort le produit fini avec, avec votre logo. Mais dans ce contexte-là, quelles sont les relations qu'on développe avec les pays voisins pour véritablement encourager la politique d'écoulement, pour créer des débouchés, pour promouvoir les échanges intra-africains des produits locaux? Pour répondre à ce problème, le Bénin, à l'instar des autres pays, fait partie d'un certain nombre d'intégrations, comme l'UEMOA et la CEDEAO, si je veux donner ces deux exemples. Donc, à travers les certificats d'origine que nous offrons à nos produits pour montrer que ces produits viennent du Bénin, alors ces produits ont une facilité à aller sur ces marchés de la sous-région. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous faire cette question avant la fin de cette émission. Il n'y a pas de produit local ou de qualité sans nos artisans, sans nos producteurs. Vous avez sans doute un message à l'endroit de ces acteurs? Oui, mon message à l'endroit des acteurs est que le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs tels que les QCM, tels que les coûts de renforcement. Il faudrait réellement que nos acteurs aillent dans ces dispositifs et avoir les qualifications requises. D'office, cela leur confère une aptitude qui puisse les placer dans de meilleures conditions. Et ce, par corollaire, lorsque les différentes dispositions prescrites, toutes ces différentes seront respectées, nous sommes sûrs que ces artisans produiront des produits de très bonne qualité afin d'accompagner cette dynamique de consommation de nos produits. Allez, votre mot de la fin. Comme mot de fin, je vais demander à toutes nos populations de faire l'effort de consommer les produits manufacturés localement. En le faisant, c'est de créer de l'emploi. C'est de faire que nous n'exportons plus nos produits agricoles à des prix très bas et acheter d'autres produits à des coûts très élevés. Et c'est également participer à l'essor de notre croissance économique. Et tout cela ne passe pas qu'un sens de patriotisme. Donc j'invite mes frères et sœurs du nord au sud, comme de l'est à l'ouest, à se comporter comme de vrais patriotes en consommant les produits made in Benin. Allez, Jérémy Dovoido, il est le directeur du développement industriel au ministère de l'Industrie et du Commerce et membre du comité d'organisation de la 6e édition du mois de consommer local. Ce mois, ça court toujours, le mois d'octobre, eh bien, et pour toute l'année, mesdames et messieurs, pour vous habiller, pour manger, pour vous équiper, faites le choix des produits locaux. Nous avons de la qualité, nous avons du savoir-faire local qui peuvent contenter, en tout cas,
vos désirs, vos aspirations. Ce sera tout pour cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer avec Eric Guédenon. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro de Zone Franche. Simplement parce que je fais ce que je veux ici, t'as compris? Maman, arrêtez de me faire peur, regardez comment je tremble. Tu veux que je te fasse trembler? Voilà. Sale pervers, dégoûtant. C'est comme ça que les choses se font ici. Je n'ai aucune explication à donner à un traître. Tire-toi. Comment peux-tu traiter les personnes qui nous nourrissent de la sorte? Comment peux-tu défendre un pervers de ce genre qui n'a absolument pas arrêté de manquer de respect à ta fille? Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis désolé, excusez-moi. Ce n'est pas possible. J'ai rêvé de ce moment et vous étiez dans mon rêve. Je vous demande pardon. Tout simplement parce que je fais ce que je veux ici, t'as compris? Maman, arrêtez de me faire peur, regardez comment je tremble. Tu veux que je te fasse trembler? Voilà. Sale pervers, dégoûtant. C'est comme ça que les choses se font ici. Toute ma vie, je n'ai connu que la victoire. J'ai construit un empire à moi tout seul. Arturo m'a trahi, c'est pourquoi j'ai accepté d'épouser Eladio. J'ai épousé Arturo car il m'a toujours offert tout ce que je désirais. Une obsession qui leur fera perdre la raison. Je suis meilleur qu'Arturo Montenegro dans tous les domaines. Leurs enfants seront victimes de cette rivalité. Il y a des rancœurs qui n'épargnent personne. Eladio ne m'a pas volé Roulia. C'est moi qui ai commis une erreur. Mais je vais la reconquérir. Et je vais détruire Eladio. Et il y a des haines qui détruisent tout sur leur passage. Séduire Roulia n'est qu'un début. Mais quand il s'agit de passion et de pouvoir, la guerre est inévitable. Fernando Colunga, Jorge Salinas, Susana González, Marlène Favela, José Pablo Minor, Michel Renaud et un casting prestigieux dans la nouvelle production de José Alberto Castro. Passion et pouvoir. J'ai construit un empire à moi tout seul. Arturo m'a trahi, c'est pourquoi j'ai accepté d'épouser Eladio. J'ai épousé Arturo car il m'a toujours offert tout ce que je désirais. Une obsession qui leur fera perdre la raison. Je suis meilleur qu'Arturo. Aujourd'hui, nous recevons Théodore Ngouanou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Gaba, bonjour chers téléspectateurs. Je vous laisse nous livrer le thème de cette émission. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est apprendre à redonner à la vie. C'est cela. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème par Kanka? À travers ce thème, nous voulons rappeler à chacun de nous qui nous sommes. La vraie nature. Notre filiation avec Dieu. D'accord. Je suis une âme, un enfant de Dieu. Monsieur Gaba, vous êtes une âme, un enfant de Dieu. Les téléspectateurs qui nous regardent sont aussi des âmes, sont aussi des enfants de Dieu. Et l'âme que je suis, Dieu m'a envoyé ici pour apprendre à donner et recevoir l'amour divin. Tout homme doit d'abord chercher à donner de l'amour. S'il espère en recevoir, il doit en prodiguer en toutes circonstances. Même si on l'injurie, le maltraite ou lui inflige d'inutiles souffrances ici-bas. Le tout premier des cancers en termes de fréquence, c'est d'abord le cancer du sein. Et ce cancer du sein, après vous avez le cancer du col de l'utérus, le cancer du corps de l'utérus et les cancers de l'ovaire. Après cela, vous avez les cancers de la vulve et le cancer du vagin. Et après cela, vous avez d'autres cancers qui ne sont pas gynécologiques. D'accord. 2000 femmes souffrant du cancer du sein, à peu près 1000 femmes souffrant du cancer du col de l'utérus. On dira que les chiffres ne sont pas si élevés, mais ces chiffres ne sont pas vraiment des chiffres qu'on peut banaliser. Si vous permettez, les chiffres sont élevés. Les chiffres que je viens de donner, c'est pas chaque année, c'est l'incidence. Wow. C'est les nouveaux cas que nous dénombrons dans la population béninoise. D'accord. Entre